Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est le Sud. Ravi de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors même si les touristes sont un petit peu moins nombreux sur notre territoire, bien évidemment depuis le début de la crise sanitaire, les guides conférenciers continuent de nous proposer de belles idées de balades. Alors avec les annonces d'avant-hier, on ne pourra pas aller bien loin, mais on va voir justement ce qu'on pourra faire avec notre invitée Cécile Tarlier. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Vous faites partie de l'association des guides de Provence, donc structure que vous nous présenterez dans un petit instant. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, Carole est avec nous. Bonjour Carole. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Alors les fêtes de Pâques s'annoncent bien évidemment pour ce week-end. Alors on partage des repas en famille habituellement. C'est une fête religieuse d'une part, mais une fête pour les gourmands aussi. Et vous avez choisi de nous présenter un repas qui est dans la tradition de Pâques. Oui. La semaine dernière, on a vu l'entrée avec la salade. Vrai, avec la salade. Et là, on va cuisiner l'agneau. Mais j'ai trouvé que cuisiner de la souris d'agneau, c'est une bonne idée parce qu'on va pouvoir, on n'est peut-être que deux pour Pâques, même seul. Et bien la souris d'agneau, on va pouvoir s'adapter selon le nombre de convives, plutôt que de faire un gros gigot d'agneau. Vous allez voir, c'est inratable. Vous allez voir cette recette. Là, une fois de plus, voilà, souris d'agneau aux patates douces. Génial. Et puis notre sophrologue Sébastien Melin qui tombe à pic. Oui, parce que du coup, dans ce contexte, vous êtes au bout du rouleau là, avec cette annonce, là. Ça va dans ce contexte de prolongation des restrictions, je vais vous proposer un combo gagnant pour essayer de défouler un coup, de s'apporter un peu de détente. Voilà, donc 2 exercices à faire ensemble qui peuvent être sympas. Bon, très bonne idée, puisqu'effectivement, je pense que la plupart d'entre vous en ont un petit peu marre et ont besoin de se défouler, et de se déstresser. Donc on suivra les conseils de Sébastien. Alors Cécile Tarlier, je le disais il y a un instant, vous faites partie de l'association des guides de Provence. Alors, est-ce que les annonces des restrictions justement supplémentaires faites par le président de la République changent quelque chose pour vous ? Disons que les groupes sont toujours limités à 6 personnes, guides inclus. Donc, ce sont des restrictions qui sont assez fortes, assez lourdes sur notre activité et aussi les déplacements qui ne sont plus possibles au-delà de 10 km, ce qui réduit en fait toute notre offre d'excursion en van ou en autocar. Donc, nous faisons face comme nous pouvons avec les restrictions posées hier par le président de la République. Ça réduit considérablement votre champ d'action, mais on va peut-être pouvoir justement présenter cette structure et puis voir ce que vous proposez pour pouvoir en profiter dans les semaines à venir quand ces conditions s'assoupliront un petit peu. Alors présentez-nous cette association des guides de Provence justement, donc qui regroupe plusieurs guides conférenciers, comme son nom l'indique. C'était important pour vous de vous structurer. On est plus fort à plusieurs ? Oui. Il est important de se rassembler, il est important de défendre la profession de guide conférencier qui implique la possession d'une carte professionnelle, que vous voyez ici, une carte professionnelle de guide qui s'obtient après des études universitaires. Il y a l'Université de Nice-Côte d'Azur qui propose cette formation. Et l'un des combats de l'association, c'est aussi de militer pour l'ouverture d'une licence professionnelle à l'Université d'Aix-en-Provence, car les besoins en termes de guides se sont accrus ces 20 dernières années dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var et dans le Vaucluse. Alors, combien de guides composent aujourd'hui votre association ? Nous sommes une 50aine, entre Nice et Montpellier, en passant par Cannes, Toulon, Marseille et Aix-en-Provence. Nous proposons des visites de villes et de villages sur 80 sites remarquables de la région sud et de l'Occitanie, de Monaco à Montpellier, en passant par Cannes, Marseille, Aix-en-Provence, Avignon. Et il y a tout un ensemble d'offres que nous proposons, des visites de villes, des visites de villages, des services privés, des excursions en van et en autocar sur les principaux sites de la région, mais aussi sur des villages un peu plus confidentiels, le Castellet, Aubagne, Saint-Paul-de-Vence, Sainte-Agnès. Et nous essayons en fait de mobiliser la profession grâce à la plateforme que nous avons créée, guide-au-pluriel-provence.com, qui permet à un visiteur de réserver ses activités en ligne directement, en sachant qu'il n'y a aucune commission qui est appliquée sur la vente des prestations des guides, à la différence de nombreuses plateformes nord-américaines, allemandes et espagnoles qui font du business dans le tourisme
en France, dans la région sud, mais qui domicilient les revenus à l'étranger. Nous essayons de créer un écosystème positif où à la fois la prestation est assurée par des guides conférenciers de la région sud, la formation aussi qui est très importante à Nice, à Aix-en-Provence, et aussi la défense de la profession auprès des institutions. Alors, une offre assez large, hein, vous venez de le dire. En ce moment, peu de touristes transitent par notre région, bien évidemment, vu le contexte. Qui fait appel à vous? Est-ce que ce sont des locaux? Alors, essentiellement des locaux, oui, ça fait à peu près 20% de notre clientèle, mais celle-ci est essentiellement constituée de Lyonnais, de Parisiens, de Strasbourgeois, de Bordelais, qui viennent dans notre région et qui font des requêtes sur Google, visite guidée Marseille, visite guidée Nice, visite guidée Avignon, et qui nous trouvent et qui peuvent aussi réserver nos activités, car nous avons ouvert nos calendriers, c'est-à-dire que nous avons ouvert l'offre de façon à pouvoir capter la demande en ligne et à l'affecter sur un collègue qui officie dans la ville où il réside et où il peut lui-même assurer la visite. Alors là, on voit justement une des idées de balade hein, que vous proposez, une idée assez originale, c'est la découverte de Marseille en Segway. C'est vous qui assurez cette découverte, Cécile. Ça s'adresse à quel type de public, à partir de quel âge ? Alors, cela s'adresse pour tous les âges, cette visite en Segway. Bien évidemment, les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Dans le cas de cette visite en Segway, le guide conférencier assure la prestation, disons, scientifique et intellectuelle. Et nous sommes associés pour cela à Jonathan, qui, lui, a l'expertise, disons, sécuritaire, juridique, tout autour de la gestion de ce mode de transport, qui combine à la fois le déplacement plaisir, rapide, mais aussi les explications de qualité qui sont assurées par un guide conférencier professionnel. Du coup, Cyril, par rapport à... Cécile, excusez-moi, par rapport à ça... Les balades que vous proposez, du coup, il y a plein de balades possibles. On peut aussi construire sur mesure avec vous, imaginer ensemble de construire une balade complètement adaptée en fonction de nos envies. Oui, tout à fait. Nous avons aussi un service sur mesure. Généralement, les clients nous contactent via l'adresse email de l'association contact@guide-provence.com et nous sommes capables de fournir aussi des prestations sur mesure en fonction des demandes précises des clients. Après, nous faisons un peu attention car nous avons beaucoup de personnes qui nous sollicitent sur des programmes sur mesure. Nous leur adressons un devis et vont ensuite comparer auprès d'autres prestataires. Donc, nous essayons de faire cela aussi avec beaucoup de précautions. Oui, il y a un budget peut-être un peu plus élevé pour les visites sur commande. Hein, voilà. Donc, quel est le parcours que vous effectuez lors de cette balade de Marseille en Segway ? Alors, la balade de Marseille en Segway démarre cours d'Estienne d'Orves, se poursuit au niveau de l'hôtel de ville. Il y a ensuite un arrêt qui est fait au MUSEM pour présenter le site, pour faire les explications historiques sur le lieu, l'évolution du commerce maritime dans la ville. Nous remontons au niveau de la cathédrale de la Major et nous entrons ensuite dans le Panier, direction la Vieille Charité, et nous revenons ensuite au cours d'Estienne d'Orves. C'est la première visite. Et il y en a une autre aussi à destination du Palais Longchamp. D'accord, donc autour du Marseille historique, centre-ville plutôt, et puis Palais Longchamp. Alors, il y a plein d'idées, hein, vous l'avez dit, on ne peut pas toutes les citer, bien évidemment. Qu'est-ce qui fonctionne bien à cette période de l'année, au printemps? Quelle balade vous recommanderiez dans votre catalogue? Ce sont les balades gourmandes que je recommande car elles permettent de combiner à la fois les explications. Ça va plaire à Carole, ça. Oui, vous avez bien raison. Oui. Comment ça se passe, les balades gourmandes? Il y a des points d'étape chez certains producteurs locaux de calissons, de navettes, des producteurs aussi de savon, un arrêt à la licorne par exemple, le pastis chez Jeannot. Donc nous avons construit cela et nous avons un guide affecté à cela qui s'appelle Olivier Romano et qui se charge de ces visites. Merci beaucoup Cécile. On retrouve toutes vos propositions hein, sur votre site internet qui s'est affiché, qui s'affiche de nouveau. Vous restez avec nous. Je ne sais pas si les annonces faites par le président de la République il y a 2 jours vous ont un petit peu ébranlé. En tout cas, c'est le cas de beaucoup d'entre vous qui en ont un petit peu marre justement d'être empêchés hein, dans leur liberté. Donc Sébastien, vous aviez envie, vous, de nous donner quelques idées, astuces pour
pour souffler un bon coup. C'est ça, déjà, vous voyez, porter déjà des sweet qui inspirent à la détente. Méditation avec un joli petit perroquet. Voilà, avec un joli perroquet, du coup, je voulais donner aussi le ton, parce que c'est vrai que ces restrictions qui s'annoncent là pour ce mois d'avril de nouveau, eh bien, c'est pesant, et beaucoup de gens, j'ai beaucoup de gens qui me disent, voilà, j'en peux plus en fait. Et donc, du coup, je voulais vous proposer un combo, un duo d'exercices que je trouve intéressant de faire l'un après l'autre. Un exercice qui permet de défouler. On l'appelle le karaté en sophrologie, donc autant vous dire que c'est peut-être notre exercice le plus dynamique en sophro. Et suivi d'une respiration, qui va être une respiration thoracique. L'idée de prendre un grand bol d'air, de s'ouvrir en grand les poumons, voilà, de s'oxygéner. Quitte à ne pas le faire au-delà de 10 km, eh bien, à l'imaginer tout simplement aussi dans la tête, parce qu'en sophrologie, ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi faire confiance à son imagination et se laisser porter par les images qui viennent quand on fait ce genre d'exercice que je vais vous montrer. Et c'est aussi pour ça qu'on préconise de les faire souvent les yeux fermés, parce que du coup, évidemment, ça permet d'être concentré sur ce qu'on ressent et puis de laisser cette fameuse imagination se balader. On ressent mieux les choses. On ressent mieux les choses. Alors, les deux exercices que vous allez pouvoir faire ensemble avec moi, Carole, Cécile aussi. Cécile, si vous voulez faire l'exercice, je ne sais pas si vous êtes un petit peu tendu en ce moment, peut-être pas, mais écoutez, ça peut toujours vous servir. Donc, prêtez-vous au jeu, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Le premier exercice, en effet, sert à défouler, vraiment à se dire, allez, ok, là, j'ai envie de... Si je pouvais... exploser tout ce qui m'embête en ce moment, eh bien je vais le faire. Alors, donc on doit visualiser quelqu'un ou une situation. Vous pouvez visualiser une situation, un ensemble, un paquet. Ça peut être un gros sac de boxe dans lequel vous auriez mis tout votre tracas, tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous énerve en ce moment. Et puis dans cet exercice-là, vous pouvez le faire assis, debout, on va le faire assis là. Vous allez fermer les yeux quand vous allez commencer et puis vous allez tendre un des bras, peu importe celui que vous voulez. On va dire je peux tendre le bras droit. Et puis, ce bras étant tendu, les yeux se ferment, vous allez inspirer par le nez et vous allez venir placer le bras gauche comme ceci. Vous voyez, prêt à aller quelque part se défouler justement et à partir. Et vous allez, en fermant les yeux, bien imaginer justement ce que vous avez envie d'aller peut-être exploser là. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez souffler un grand coup par la bouche et comme ceci, vous allez vraiment laisser partir le bras. Avec l'énergie que vous avez envie d'y mettre là pour bien sentir le défoulement. Bon, on essaie. Bon, allez. Allez, Carole, c'est un peu un mouvement de boxe en fait. C'est un mouvement de boxe. Moi, je préfère armer mon bras droit, du coup, je tends le bras gauche. Fermez les yeux, mesdames. On y va tous. Cécile aussi. Vous inspirez par le nez, vous préparez l'autre bras. Imaginez bien la cible. Prenez ce temps et attention, vous allez souffler un grand coup en lançant le bras. Voilà. Et après, quand ça c'est fait, du coup, alors c'est pas mal, qui est loin de chez nous, qui est à distance, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est assez agréable, c'est relaxant en effet. C'est un petit peu un défouloir. C'est un défouloir. Alors là, vous pouvez le faire du coup. Ce qui est bien, c'est cet exercice. Prenez le temps, faites-le 3 fois d'un côté, changez de bras, mettez-y les 2 bras, ça c'est encore peut-être mieux. D'un seul coup, là, vous partez, vous. Et puis là, vous prenez ce temps et puis défoulez-vous. De toute façon, l'imagination, à la rigueur, mettez-y tout ce que vous voulez en face de vous. J'ai pas eu le temps, moi, d'imaginer. Mais moi non plus, pas c'est trop rapide. Parce qu'on l'a fait rapidement. Mais prenez le temps, imaginez les annonces de Macron. Voilà, tout ce qui nous agace. C'est plutôt positif, Carole, ça veut dire que tout va bien. Je pense. En tout cas, prenez ce temps-là de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre. Quand ça c'est fait, là, on a défoulé un grand coup. Vous y mettez vraiment votre énergie. Une fois que ça c'est fait, comment se rapporter du calme? Et là, je parlais du combo gagnant. Eh bien, prendre une grande respiration après tout ça. Et pas n'importe laquelle. Essayez de se concentrer sur justement la respiration thoracique. Moi, j'aime bien cette expression de dire que c'est l'exercice du grand bol d'air, cet exercice, et d'autant plus adapté au contexte actuellement. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, de se concentrer sur ce qui va se passer au niveau de la cage thoracique, et pour ça, de placer les mains sur vos côtes. Quand vous placez les mains là, vous sentez qu'on a les côtes qui sont ici. Et puis, vous allez faire cette fameuse respiration. Vous allez aussi fermer les yeux pour imaginer peut-être même un endroit qui vous plairait, peut-être trop loin, au-delà des 10 km. Et puis, vous allez prendre une grande inspiration par le nez dans cet exercice-là. Et puis, l'idée, ça va vraiment être d'imaginer, de bien sentir la cage thoracique s'ouvrir. Et pourquoi les mains sont là? Eh bien, pour sentir les côtes qui vont s'écarter sous les mains quand vous allez ouvrir. Donc, on ne gonfle pas le ventre là? Non, c'est pas le ventre. Tout va se passer ici, un peu comme ceci. Ça fait... Vous voyez, j'ai vraiment ouvert la cage thoracique, j'ai senti les côtes s'écarter, et puis ensuite, vous allez souffler doucement par la bouche, et vous allez laisser l'air s'évacuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sentir les côtes qui vont mécaniquement se resserrer sous vos doigts. Et vous allez les pousser comme ça, votre expiration, le plus longtemps possible. Parce que l'expiration, elle a des vertus qui sont apaisantes, justement, relaxantes. Et donc, l'idée, c'est vraiment cette grande inspiration, les poumons sont remplis,
et de prendre le temps d'évacuer. Idéalement en fermant les yeux. Et là aussi, ne vous privez pas, une fois, deux fois, 3 fois. Et vous allez sentir justement, après le premier exercice qui lui vous a permis de défouler un grand coup, et bien de justement venir compléter ça par quelque chose d'apaisant, de relaxant en fait. Bon, très bien. Et donc un bon combo en ce moment-là, ça prend 5 minutes en tout. Ouais. Faites-le quand vous avez envie. On peut le faire n'importe où, plusieurs fois par jour. Quand on est contrarié, alors s'il y a quelque chose qui nous contrarie sur le moment, quelqu'un ou quelque chose, c'est efficace, tout de suite on le fait. C'est super efficace. Moi, c'est pas bien de dire ça, mais je dis s'il y a un visage à imaginer face à vous, ben, après tout, ne vous gênez pas, puisque de toute façon, vous lui ferez pas mal à la fin. Et vous ferez du bien. Est-ce que vous continuez vos séances en extérieur? Alors oui, parce que le contexte... Pour ceux qui habitent à moins de 10 km. Pour ceux qui habitent à moins de 10 km, en effet, le contexte continue à être possible. En plus, on est considéré comme une activité sportive, donc à la différence de Cécile, on peut être un peu plus que 6 dans la mesure où les distances sont respectées. On est au Parc Borelli. Tous les samedis, tous les dimanches, ça se passe à 11h. Le rendez-vous, c'est 10h50 à l'entrée principale du parc. Ça a commencé depuis 2 semaines, c'est génial, il fait beau, on est sur les pelouses et on passe vraiment 1 heure de déconnexion. On prend soin de nous, on coupe les téléphones et c'est super, donc ça continue. Vous y serez ce week-end? J'y serai ce week-end, demain samedi et dimanche à 10h50. La météo s'annonce clémente, donc c'est parti. Parfait. Bon, bien évidemment, si vous habitez à moins de 10 km du Parc Borelli, ne prenez pas trop de risques. Cécile, convaincue par les exercices de Sébastien, je ne sais pas si vous êtes parfois stressée avant de prendre la parole devant un groupe, ça vous arrive? Parfois, oui, souvent quand on parle dans des langues étrangères, mais on a l'habitude. Mais c'est vrai que les exercices ont l'air assez sympathiques. Bon, à tester alors, qui sait, selon le contexte. Ah bon, alors vous le savez, bien évidemment, on parlait de ce week-end. Alors, le cours de yoga en plein air pour vous apaiser, pas yoga, sophrologie, pardon Sébastien, mais il y a aussi Pâques ce week-end. Alors Pâques, fête importante pour tous les catholiques, mais également la fête des gourmands et puis beaucoup de traditions qu'on respecte chaque année à Pâques. Avec Carole, on a vu les traditions culinaires. Donc la semaine dernière, on parlait de la salade en entrée à base d'œufs. Et puis là, on s'attaque bien évidemment au plat principal. Et qui dit tradition dit agneau pascal. Agneau pascal, c'est vrai. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, donc j'ai essayé de réfléchir à faire un plat complet à base d'agneau qui soit inratable pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de cuisiner l'agneau et qui sont peut-être peu nombreuses autour de la table de Pâques. Peut-être on peut être 2. Et je trouvais que la souris d'agneau, c'était génial en fait. Ouais. Cette partie de l'agneau, en fait, c'est le bas du gigot. C'est ce muscle qui entoure l'os du tibia et qui est comme tous ces gigots, une partie qui est une partie de choix, parce que la viande est un petit peu gélatineuse et elle est très très goûteuse. Et donc on peut la cuire longtemps au four et ça devient fondant. Donc ça c'est vraiment un morceau de choix, la souris d'agneau. D'accord, voilà. On va voir les ingrédients peut-être. Alors les ingrédients, cette recette. donc une fois qu'on a pris, alors ça dépend de la grosseur de la souris d'agneau, comptez une pour 2 ou... Là j'ai fait un plat pour 4, mais j'ai pris 3 souris d'agneau. Et ensuite, alors j'ai essayé de réduire au maximum ces ingrédients. On va juste pour d'abord faire saisir les souris dans de l'huile d'olive avec j'ai mis du cumin, du piment et du sel. D'accord. C'est tout. Et ensuite, pour faire mijoter, fondre tranquillement les souris d'agneau au four, je vais rajouter des patates douces, des champignons de Paris et de l'ail. On trouve toujours des patates douces là, à l'heure actuelle? Oui, on en a en Provence. Là, moi, j'adore ça. Oui, on en trouve. Alors après, on en trouve toute l'année d'Espagne, mais de chez nous, on en a largement tout le mois d'avril et même jusqu'au mois de mai. Bon, du coup, un petit agneau pascal épicé, si je comprends bien. Alors, c'est épicé parce que la patate douce est sucrée, donc comme ça, avec un peu de piment, avec l'ail, avec les champignons de Paris, ça va bien contrebalancer cette douceur de la patate douce. C'est presque un sucré salé, d'ailleurs. Oui, ça fait un peu comme des tagines où on peut mettre avec l'agneau tous les légumes que l'on veut et ça fonctionne. Voilà. Donc, parfait. Alors pour les ingrédients. Alors les ingrédients, ce qui est bien, c'est que donc vous prenez 1 ou 2 souris d'agneau par personne et après au niveau des légumes, vous faites un peu comme vous voulez. Si vous mettez plus de champignons selon votre goût, c'est vraiment un plat où on n'est pas à cheval sur les quantités précises. Voilà. Et puis après, moi j'ai mis du cumin, pourquoi pas mettre du paprika, enfin l'épice que vous voulez, ce que vous avez à la maison. Voilà, c'est pour essayer de dédramatiser le plat pour Pâques. Ok. Voilà. Donc, juste une petite astuce. Si vous avez le temps, donc là, si vous achetez vos souris d'agneau demain, par exemple, pour dimanche ou lundi, salez-les avant. C'est-à-dire que
vous allez saler vos souris d'agneau crues comme vous le feriez avant cuisson, donc pas plus. Combien de temps avant Alors, si vous les achetez par exemple samedi matin, avant de les mettre au réfrigérateur, vous les salez pour que le sel ait le temps, vous massez un petit peu le sel au niveau de la partie où il n'y a pas de peau là, au-dessus de la souris d'agneau, pour qu'en fait, le sel va absorber l'humidité de la viande. D'accord. Et c'est bon pour toutes les viandes. Et ce qui va donner à la cuisson, que la viande va garder son jus, elle ne va pas perdre le jus, et elle va être beaucoup plus juteuse, moelleuse et fondante. Ça, c'est bon pour toutes les viandes. Donc toutes les, même les volailles. La veille. Si on y pense, alors si on y pense 2 heures avant, puisqu'il faut toujours sortir la viande quelques heures avant pour qu'elle soit à température ambiante, bon, on le fait. C'est toujours bien. C'est toujours bien. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce que j'ai testée depuis quelques mois et ça fonctionne vraiment. Très bien. Voilà. Cécile est attentif. Il est attentif. Je ne sais pas si vous avez prévu de déguster l'agneau pascal ce week-end, Cécile. Oui, j'ai prévu de faire cela en famille et c'est vrai que la recette elle est vraiment très appétissante, oui. Bon, on va la suivre, Carole. Alors maintenant, je vais vous montrer en tout de image, suite. vous me direz si ça vous a convaincu. Alors, on va commencer. Donc là, j'ai pris une sauteuse en fonte, la fonte étant vraiment le matériau idéal si vous en avez une à la maison, dans vos placards, parce qu'on va pouvoir saisir les ingrédients et les faire mijoter, tout ça dans un même contenant. Donc là, j'ai tous mes ingrédients prêts et on va toujours commencer de la même façon. On fait chauffer l'huile d'olive, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive pour 4 personnes. Et je mets tout de suite le cumin, le piment et un petit peu de sel pour qu'ils prennent de la force dans l'huile chaude. Quand l'huile est bien chaude, on va faire saisir les souris d'agneau de tous les côtés. Le but est toujours le même, faire colorer la viande pour que les sucres restent accrochés au fond de la sauteuse et que ça parfume l'huile en fait. C'est ça le but. Ensuite, on va les retirer. Donc, et on va faire là c'est 2-3 minutes. Vous regardez avant que ça brûle quand même. Et ensuite, on va faire la même chose avec les légumes. J'ai mis les gousses d'ail, donc une tête d'ail entière, les gousses d'ail en chemise avec leur peau, les champignons coupés en gros morceaux et les patates douces coupées en énormes morceaux. Donc vous mettez tout en même temps là? Tout en même temps. Là, le feu est toujours vif et je vais faire pareil. Je vais faire revenir, donc là je rajoute un petit peu de piment sur les patates douces, un petit peu de sel. Et le but étant de faire revenir à feu vif les légumes pour qu'ils s'imprègnent des saveurs de cette huile avec les sucres de la viande. 1 ou 2 minutes, pas plus, Alexandra. Et ensuite, vous allez rajouter un petit verre d'eau pour favoriser la cuisson à l'étouffée qui va arriver là au four et pour être bien certain que toutes les saveurs se mélangent bien dans les légumes parce qu'après les légumes, on ne va plus les toucher. On les mélange une dernière fois là, 1 minute. Je dépose ensuite les souris d'agneau par-dessus. Alors, si vous avez un petit peu de cumin, moi j'adore le cumin avec l'agneau, vous pouvez en rajouter. Si vous avez du thym frais ou du romarin comme là, vous rajoutez, vous couvrez. Et vous laissez cuire 1h30 à 200 degrés, c'est tout. Alors vérifiez quand même qu'il y ait assez de jus comme ça dans la cocotte pour être sûr que ça n'attrape pas trop, que ça risque de brûler. Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de jus pour que ça cuise à l'étouffée. Vous mettez votre four à 200 et vous n'avez plus rien à faire. Regardez, c'est magique. Au bout d'1h30, hein, quel beau plat. Tout est confit. C'est vraiment facile. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, vous voyez qu'en tirant sur la chair, là, elle se décolle toute seule. Donc, c'est cuit. Ah oui, c'est cuit. C'est parfaitement cuit. Alors, super. si vous voulez accompagner ce plat d'une petite graine de couscous, vous pouvez le faire. Là, je vous propose du couscous de petit épeautre. Essayez, c'est délicieux. Ça se cuit facilement. Vous mettez une dose de couscous, une dose d'eau bouillante, un petit peu de sel, un petit peu d'huile. Vous laissez gonfler 5 à 8 minutes à couvert, comme ça. Et ça a un goût un petit peu de noisette, c'est très digeste et ça peut changer du couscous de blé qu'on a l'habitude d'utiliser. On peut prendre aussi du boulgour. Alors voilà, si vous pouvez faire des jolies assiettes, vous dressez à l'assiette avec d'abord la graine de couscous de petit épeautre. Ensuite, vous déposez tous vos légumes tout confits. Sébastien, il a l'air... Voilà, il est un peu satisfait. Il en salive. Mon imagination est partie. Ça y est, c'est facile. Et après, vous déposez la souris d'agneau, vous arrosez un petit peu avec le jus. Et normalement, je vais vous dire, on se régale. Magnifique assiette, Carole. Voilà. Bravo, très très belle assiette. Magnifique. On sait comment préparer l'agneau pour ce week-end. Voilà. Et puis, petite tradition arménienne que vous avez tenu à nous présenter. Voilà, parce qu'en fait, d'habitude, je vous amenais les ingrédients de la recette. Et là, en fait, c'est ce que je vais poster demain matin sur YouTube et sur Instagram. C'est bien 2 choses qui sont toujours présentes sur nos tables de Pâques arméniennes, en fait. D'abord, ce sont pour l'apéritif, on a nos œufs rouges. Je ne sais pas si on les voit bien. On dirait des olives géantes. Alors, ce sont vous les avez colorées, comme nous disait Marianne hier, avec des pelures d'oignons. J'ai écouté Marianne
même hier soir. Et donc là, il suffit vraiment de les faire durcir dans beaucoup de pelures d'oignons rouges qu'on peut se procurer chez nos primeurs. Ouais. Donc vous les mettez à cuire 10 minutes pour qu'ils bouent, alors tout doucement pour pas qu'ils se cassent. Et après, vous laissez dans cette décoction d'eau rouge, vous laissez vos œufs refroidir plusieurs heures, 3, 4, 5, 6 heures. C'est magnifique, et ils ont cette belle couleur Bordeaux. Bordeaux. En fait, non, alors les miens sont Bordeaux. En fait, la tradition, c'est l'œuf rouge, parce qu'en fait, ça a une connotation très religieuse. L'œuf représente la vie, la résurrection du Christ, et la couleur rouge, le sang du Christ qui nous a sauvés. Et donc, c'est vrai que pour les Arméniens, la fête de Pâques est la plus importante de l'année, plus importante même que Noël. Et donc, ces œufs sont là pour penser à la résurrection du Christ. Et pour finir à rapidement, côté, la brioche. Vite, le tchorek, et pas le beurek. Ouais, le beurek, c'est bon notre aussi, brioche arménienne, avec des graines de sésame. La Montrez-la recette, un petit peu à la caméra, on va la celle-ci. retrouver, la recette demain matin, sur YouTube et Instagram. Sur votre chaîne Carole Cuisine. Voilà, et donc elle est juste parfumée avec une épice orientale qu'on ne connaît pas trop en France, qui s'appelle le maïleb. C'est une poudre de l'amande d'une cerise sauvage, qui pousse chez nous aussi, mais beaucoup au Moyen-Orient, et qui a une odeur et un goût très particulier. Voilà. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, Carole. Merci beaucoup. Merci à Cécile qui était avec nous tout au long de cette émission. Donc, guide à l'association Les Guides de Provence. Merci à vous, Sébastien. Merci à vous. Joyeuse Pâques. Mais oui, joyeuse Pâques à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, dès lundi. On sera là. On vous embrasse. Joyeuse fête de Pâques. Et puis, à très vite. Bon week-end.